Est-ce que on vous a déjà promis un poste politique important dans votre jeune carrière? Oui. Quel poste, vous pouvez nous dire? Non. Bonjour Amine Lakmi. Bonjour Alex. Je rappelle qu'on a enlevé les masques juste avant le début de l'interview. Il y a du gel Absolument. hydroalcoolique et on est à 1 mètre de distance. Absolument. Ma première question, comment je vous présente en fait? Je suis président du Printemps républicain. C'est en tout cas comme ça que j'interviens dans les médias, dans le débat public. C'est ce qui m'occupe en ce moment. J'ai été adjoint au maire d'Avignon, dans le sud de la France, pendant le mandat précédent. C'est quoi votre travail à côté? Alors, je fais de la formation pour les élus. Voilà, ayant été élu moi-même, je forme des nouveaux élus pour leur apprendre à appréhender leur mandat, leur apprendre comment communiquer, comment gérer un conseil municipal, comment prendre la parole en public, comment être sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, C'est intéressant ça, mais justement, alors, sur un défi, on essaie de dédiaboliser la politique, de dire que ces hommes et ces femmes qui travaillent, finalement, elles le font pour la plupart avec bon esprit. Est-ce que vous trouvez que depuis quelques années, il y a une détestation de l'élu, de la politique? Oui, parce que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que l'écrasante majorité des élus sont des quasi-bénévoles. Pour une poignée d'élus qui font mal leur job ou qui sont malhonnêtes, mais comme vous avez une poignée de médecins, d'avocats ou de journalistes malhonnêtes, il ne faut pas oublier que la majorité des élus sont des serviteurs de la démocratie et donc il faut les soutenir. Vous faites de la politique là? Honnêtement. C'est pas un gros mot. Non, mais c'est pas un gros mot, mais non, parce que les gens vous voient à la télévision. Ouais. On pourrait penser que vous êtes chroniqueur. Non, je suis pas chroniqueur. Mais vous faites de la politique. Je fais de la politique. C'est vrai que j'interviens beaucoup à la télévision. J'interviens aussi dans la presse écrite. Je viens chez vous. Mais ma passion, j'allais dire, c'est faire de la politique, c'est défendre des idées. Et donc oui, je fais de la politique en essayant de le faire au sens le plus noble du terme. Vous avez créé le Printemps républicain, vous nous l'avez dit. Ça veut dire quoi le Printemps républicain? C'est un rapport, je suppose, au Printemps arabe? Ou pas Non, du tout? absolument. Aucun rapport, d'accord. Aucun rapport avec le printemps arabe. En gros, le printemps républicain s'est créé début 2016 par des gens de gauche qui se disent la gauche ne défend plus suffisamment ou défend mal un certain nombre de grandes idées. La laïcité, les principes républicains. Les principes républicains, c'est quoi? C'est la liberté d'expression. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de soutenir Charlie Hebdo, par exemple? Est-ce qu'on a besoin de soutenir le fait qu'on doit montrer des caricatures? Est-ce qu'on doit expliquer à des jeunes, notamment, qui ne les comprennent pas forcément, ce que sont ces caricatures? Qu'est-ce que la liberté d'expression? On lutte contre le racisme, les discriminations, l'antisémitisme. Et puis, on défend aussi les premières lignes de la République. Ce sont les enseignants, les policiers, les pompiers, les agents des services publics. Vous avez quel âge? 32. 32 ans. On a le même âge. Moi, j'ai voté pour la première fois en 2007. Et je trouve qu'il y a un monde entre 2007 et 2020. Vous avez senti ce déclic à quel moment? Je crois que c'est à partir de Toulouse. Mera. Il tue Imadi Ben Ziaten, il tue des militaires. Il tue des enfants dans une école juive, l'école Otzar Torah, des enfants et les parents. Le professeur à l'époque? Le professeur, donc c'est pour ça que quand on dit Samuel Paty est le premier professeur à être assassiné, non, il y a eu à l'école Otzar Torah. Et donc là, il y a un électrochoc. Mais il y a un cran dans l'horreur, je crois, dans l'opinion publique, c'est le Bataclan, les terrasses, parce que là, on a assassiné le symbole, l'incarnation de la liberté de faire la fête, la liberté de se retrouver entre amis, dans la ville. Paris, qui est le symbole, parmi tous les symboles de la liberté, de ce goût de vivre qui est si particulier et si français. Donc oui, il y a un basculement. Et le travail qu'on fait, c'est parce que vous avez les islamistes, et un certain nombre de leurs complices d'un côté. Vous avez en face les identitaires d'extrême droite qui aussi se nourrissent de ça. Parce qu'effectivement, dès qu'il y a un attentat islamiste, les identitaires disent vous voyez, on vous l'avait bien dit. Et les islamistes ont besoin des identitaires d'extrême droite pour dire aux musulmans vous voyez, les Français ne vous aiment pas, c'est des fachos, c'est des racistes et ils sont islamophobes. Et donc nous, notre travail, c'est de parler aux millions de Français qui ne veulent ni des islamistes, ni des identitaires d'extrême droite, pour justement réaffirmer la République et garder la cohésion du pays. On offre un cadeau normalement à la fin de l'émission, juste avant le débat à l'invité. Je vais vous l'offrir maintenant. On a voulu vous offrir une rose. Oh, génial. Voilà. Merci. Parce que vous avez été, vous l'avez dit, au PS, c'est le symbole de la gauche, Ouais. la rose. Est-ce que cette rose, elle est fanée aujourd'hui? Oui, quand vous avez été le parti au pouvoir, que vous avez été le parti de l'abolition de la peine de mort, des 35 heures, de la CMU, de la couverture, bref, un parti de droit, de liberté, le parti du mariage pour tous, et que vous finissez à 6%, à un moment, vous ne pouvez pas dire que c'est la faute aux autres. Une des réponses, c'est que les socialistes et la gauche ont abandonné le peuple. Et que le mot même
de peuple C'est intéressant ça. est devenu un gros mot. Qu'est-ce que j'entends par peuple? À force de dire les questions d'ordre, de sécurité, d'immigration, le régalien, c'est des sujets de droite ou d'extrême droite qui font le jeu du Rassemblement national et donc il ne faut surtout pas en parler. Eh ben, vous perdez des millions de Français qui vivent dans les zones périurbaines, dans les zones rurales. Vous savez, ces Français des sous-préfectures dont on s'est moqué parce qu'au début, c'était eux les gilets jaunes. On a dit c'est des ploucs, c'est des beaufs. Et puis, ils écoutent Patrick Sébastien, ils font la queue leu autour des ronds-points. Mais ce n'est pas des sous-citoyens, c'est des Français comme les autres. Pourquoi ils ont explosé de colère? Parce qu'ils ont vu la maternité fermée, l'école des petits où on leur a dit on va réduire les classes et puis on va finir par la supprimer, il n'y en aura plus. L'hôpital, la clinique, la poste. Et ils avaient depuis Paris des gens qui ont des services publics à tous les 10 mètres, tous les 20 mètres, des métros, des vélos à libre disposition et des bus de nuit, leur dire attention, ne prenez plus votre voiture. On les a oubliés, on a oublié les territoires. Oui, on a oublié. Mais qui? Parce que vous dites on. La gauche, une partie de la gauche. Et par exemple, dans le paysage politique, si vous vouliez avoir un soutien de poids, on va dire, on appelait ça les éléphants, vous vous rappelez à l'époque? On a trop souffert dans ce pays d'aventures qui étaient des aventures derrière Pierre, Paul, Jacques, Martine ou Ségolène, pour ne viser personne, où on avait d'abord le casting et puis après on écrivait le scénario. Essayons pour une fois de faire l'inverse. Essayons d'écrire le scénario. Et donc le scénario en politique, c'est un programme, ce sont des idées et c'est ce que je disais. Une jambe sociale, la justice, la solidarité et une jambe sur l'ordre, l'autorité. Et vous savez, quand j'entends que c'est un truc d'extrême droite, moi j'ai été élu des quartiers dont je parlais tout à l'heure, où je suis né, où j'ai grandi. C'est près d'Avignon, c'est ça? À Avignon même, j'en suis devenu l'élu. C'est des habitants, ils sont tous dans les quartiers dont je m'occupais, les quartiers politiques de la ville, la Reine-Jeanne, Saint-Jean, le Carré, etc. Il y avait quasiment que des Arabes. Vous savez ce qu'ils me disaient? Ils ne me disaient pas moins d'ordre, moins de policiers, ou les slogans que j'entends dans les manifs parisiennes de petits bobos de Paris 8 qui sont des fils à papa, qui se font plaisir à essayer d'avoir quelques frissons en allant crier la police assassine ou tout le monde déteste la police. Les vrais gens qui ne sont pas les bobos parisiens, ils ne détestent pas la police. Parce que qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent j'en ai ras-le-bol que la voiture elle brûle alors que c'est mon outil de travail. J'en ai ras-le-bol, moi la mère de famille qui travaille, qui cumule 2 emplois, qui élève mes enfants seule. Lorsque je suis au boulot, que je pars le matin, que je rentre tard le soir et que mes gamins sont seuls dans la rue, j'ai pas envie que les caïds les prennent sous leur emprise. Vous parlez des gens qui sont dans les quartiers, les jeunes qui sont en bas des immeubles. Moi, c'est pas mon cas. J'étais pas en bas des immeubles. Mais je pense que si toute ma vie ou toute ma jeunesse, j'avais été en bas des immeubles, j'aurais eu la rage à un moment donné. Alors, vous avez parfaitement raison. Et donc, c'est pour ça que je fais une différence entre ceux qui sombrent dans la délinquance sciemment et dont le seul objet est de foutre le bordel, il n'y a pas d'autre mot, et ceux qu'on a perdus parce que la République ne les a pas suffisamment aidés. Je vais vous dire, je serai le dernier à nier la réalité des discriminations dans les quartiers. Ouais. Et donc, c'est pour ça que moi, je porte des propositions. Je pense, par exemple, qu'il faut tout miser sur l'école en faisant le dédoublement des classes jusqu'au lycée. Vous faites de la télévision, on l'a dit, un petit peu. On vous voit souvent le soir sur CNews. La question d'Alix du jour, elle a été demandée en visioconférence à des jeunes. Si on peut parler de tout à la télévision, je vous propose qu'on regarde, on en parle juste après. Aujourd'hui, on se pose la question si on a le droit de tout dire dans les médias. Oui, mais en le laissant dans le débat. Je pense qu'on peut tout dire dans les limites de notre système juridique, de notre droit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas inciter à la haine raciale. Personnellement, je pense qu'il y a certaines choses qui ne devraient pas être dites. Voilà, tenir des propos négationnistes, antisémites. Je pourrais comprendre qu'on justifie qu'on ne puisse pas dire telle ou telle chose parce qu'il y a une responsabilité, parce qu'il y a tant de personnes qui peuvent voir ce qui s'y passe. Est-ce que tu penses que les médias ont leur responsabilité quand il s'agit d'inviter des personnes sur leur plateau? Je pense totalement que les médias ont une part de responsabilité. Généralement, on ne va pas se mentir, les médias ils vont faire appel à des gens qui vont forcément, peut-être créer la polémique, mais c'est ce qui va leur apporter de l'audience. Les audiences, je crois, ont doublé pour CNews depuis que Éric Zemmour est là. Et est-ce que tu trouves qu'il y a un sujet tabou qui revient souvent dans les médias? La religion, c'est quand même un sujet qui est assez compliqué en France. Terrorisme, islam, féminisme, le communautarisme. C'est beaucoup d'amalgames, beaucoup de mélanges. C'est triste à voir, franchement. Plus que la religion, la culture religieuse. Je pense que le racisme, c'est chaud aussi d'en parler. Ah, c'est vrai. Bon, il est clair qu'on peut pas parler de tout dans les médias et encore moins de religion. Et vous, monsieur Katmi, vous pensez que c'est difficile de parler de sa religion dans les médias? La question, elle est claire. Vous êtes musulman? Vous vous en cachez pas. Est-ce que c'est compliqué de parler de sa religion dans les médias? Non, ça dépend sous quel angle.
c'est pas compliqué de parler de religion. On ne parle quasiment que de ça. Mais c'est un vrai sujet, la liberté d'expression. Et vous savez, moi, je suis très frappé parce que quand je discute avec des jeunes sur ces sujets, j'ai souvent une phrase qui m'interpelle beaucoup, qui revient. Pourquoi est-ce qu'on a le droit d'être Charlie, mais pas Dieudonné? Oui, et il y a vraiment. C'est vrai que cette phrase, elle revient. Et franchement, il le dit sincèrement. C'est pas de la provocation. Charlie Hebdo respecte la loi. Ils font ce qu'ils font depuis toujours, c'est-à-dire se moquer des religions. D'ailleurs, ils se moquent très peu des religions. Si vous voyez le détail des unes, vous prenez sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, vous avez beaucoup plus de unes qui se moquent des politiques, des sportifs, des artistes, ou que sais-je encore, et la religion. Et quand vous prenez sur les unes religions, l'islam est la religion la moins moquée. Et ils se moquent plus des juifs et des cathos que de l'islam. Mais attendez, il faut continuer à les publier, ces caricatures. Mais évidemment. Mais je vais vous dire, Alex, c'est pas une dictature, Charlie. On n'impose à personne d'être Charlie Hebdo. On ne demande pas aux gens de sortir dans la rue avec des t-shirts Charlie Hebdo ou d'aller se prosterner devant les kiosques le mercredi matin en attendant que le kiosque ouvre pour avoir son exemplaire. On a le droit de ne pas aimer Charlie Hebdo. On a le droit de les trouver vulgaires, déplacés, grossiers. Je vais vous dire, on a même le droit d'être choqué. Mais on n'a pas le droit de tuer des gens pour ça. C'est une règle qui semblait assez évidente. On ne tue pas des gens pour un dessin. Ben, on se rend compte depuis des années que c'est pas si évident que ça. Et donc, il faut le rappeler, on ne tue pas des gens pour un dessin. Le dessin ne nous plaît pas, j'ai lu ça, c'est une petite fille qui a dit ça, on en fait un plus beau. Mais voilà, mais c'est quand même plus beau comme réponse de faire un contre-dessin que de sortir un couteau ou une kalachnikov. Ils ont tué des gens qui avaient comme arme de défense des dessins. Et les gens qui nous regardent sont jeunes, donc je pense qu'ils connaissaient sans doute peut-être pas Cabu, ils connaissaient pas Tignous, ils connaissaient pas Honoré, ils connaissaient pas Charb. Il n'y avait pas plus sympa que ces gars-là. Il n'y avait pas plus antiracistes que ces gars-là. Ils étaient antiracistes. Dès qu'il y avait une manif pour les sans-papiers, les premiers qui débarquaient avec leurs dessins et leurs papiers, c'était Charb et Cabu. Charb était militant au Parti communiste. Je veux dire, il n'y avait pas plus antiracistes, plus en lutte contre les fachos et l'extrême droite que ces types-là qui étaient la gentillesse, la fraternité, la bienveillance incarnée. Et on a tué ces gens-là parce qu'ils faisaient des dessins. C'est quelque chose qu'il ne faudra jamais oublier et que les jeunes générations ne devront pas oublier. Est-ce que la France est raciste? Il y a des racistes en France. Il y a des gens qui n'aiment pas les musulmans en France. Et comme nous sommes un État de droit, il y a une justice, il y a des autorités, il y a des associations qui peuvent aider les personnes qui sont victimes. Donc, l'idée que je refuse, c'est qu'il y a un racisme d'État. Il n'y a pas de racisme d'État en France. Une fois que j'ai dit ça, il y a les discriminations à l'emploi, au logement. Vous avez subi des discriminations, vous, plus jeune? Oui, sans doute. Bon, je ne suis sans doute pas forcément le bon exemple, mais évidemment qu'elles existent. Évidemment qu'il faut les combattre. Et on n'arrivera pas à convaincre les gosses de nos quartiers que la République leur fait une place et qu'ils ont toute leur place à nos côtés, si de l'autre côté, dès qu'ils cherchent un job ou dès qu'ils cherchent un logement, ils se font blacklister, blackbouler parce qu'ils sont noirs ou arabes ou musulmans. Très vite, avant de rentrer dans le débat avec notre invité, le que oui que non. Vous connaissez le que oui que non? Vous répondez que par oui ou que par non? Ça va être compliqué. Ouais, je sais. Ouais. À toutes les propositions que je vais vous faire avec un que devant. Que oui que non. Que oui que non, est-ce que l'OM va gagner au moins un match de Ligue des Champions? Je suis d'Avignon, que oui. C'est ça que je vous demande. Que oui que non, est-ce que vous pensez que François Hollande peut être candidat en 2022? Que non, 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 non. Que oui que non, est-ce que vous ferez vacciner contre le coronavirus si le vaccin arrive? Que oui, 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 oui. Que oui que non, est-ce que on vous a déjà promis un poste politique important dans votre jeune carrière? Oui. Quel poste, pouvez-vous nous dire? Non. Bon, que oui que non. Est-ce que vous auriez pu être chroniqueur chez Cyril Hanouna? Non, 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 non. Ah bon? On vous a jamais proposé ça? Parce qu'il y a des ponts entre CNews et C8 peut-être? Non, j'ai fait l'émission Balance ton poste. Ouais. Je suis allé... On m'a dit, il faut que tu y ailles, il faut parler de ton livre, etc. On n'a absolument pas parlé de mon livre. Il a été grossier et vulgaire. Bon, après, il a un public, je respecte, mais je n'irai pas être chroniqueur chez lui. Que oui que non, est-ce que Marine Le Pen peut gagner en 2022 selon vous? Oui, voilà. Je veux dire, évidemment, personne n'imaginait Le Pen au second tour en 2002. Elle peut gagner. Et elle peut notamment gagner si on laisse les Français aller vers elle. C'est-à-dire que si on n'a pas une parole forte et républicaine sur les grands sujets qui sont les préoccupations des Français, si on la laisse surfer avec démagogie, avec ses outrances, avec ses excès sur ces sujets-là, oui, des Français vont continuer à la rejoindre et elle passera de 30 à 35 à 40 et un jour, elle peut être élue, elle ou un autre. Elle, cette fois, ou sa nièce dans 5 ans, ou enfin dans 6 ans ou 7 ans, Jordan Bardella, ou un Bardella. Ils ont quand même réussi la transition là, évidemment, que beaucoup de partis
n'ont pas Ou réussi. une personnalité populiste sortie de je ne sais quelle émission de télé-réalité ou de je ne sais quel Puy du Fou qui pourrait comme ça... non mais voilà. Non, mais Donc c'est clair. Dernière que oui que non, et après on passera au débat. Est-ce que vous serez candidat un jour à l'élection présidentielle? Non mais quand on fait de la politique, on a forcément un objectif. Vous n'allez pas me dire oui, je le sais très bien. Mais est-ce que vous pensez à des responsabilités politiques, à des élections? Forcément, non? Si c'est le cas, je viendrai l'annoncer chez vous. Promis. Allez, c'est noté. Attention, vous me l'avez dit. Promis. Très bien. On va passer au débat du jour avec Samuel Grzybowski. C'est très dur à dire pour moi. C'est un débat en visio. C'est un militant associatif et entrepreneur social français. En janvier 2009, il a fondé Coexister. On va débattre de la laïcité. Vous avez deux versions de la laïcité. On l'appelle tout de suite. Le coronavirus nous permet de faire des choses un peu incroyables. On va faire un débat en visio avec Samuel Grzybowski. J'ai mis un R juste avant pour le présenter. On est en visio avec Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous avez fondé Coexister. C'est quoi Coexister, Samuel? Coexister, c'est un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire qui est présent dans une cinquantaine de villes en France. Moi, aujourd'hui, j'en ai quitté la gouvernance. Je suis toujours associé comme formateur. On accompagne 2500 jeunes dans les différentes villes où on est impliqué à travers un parcours éducatif qui propose une quarantaine de soirées pour débattre, parler de religion, de laïcité, de vivre ensemble. Et on a aussi un travail dans les écoles. Alors, c'est un débat sur la laïcité qu'on va avoir tous ensemble, messieurs. Samuel Grzybowski et Amine El Khatmi, vous vous connaissez tous les deux? On s'est croisés sur un plateau il y a quelques jours. D'accord. Dans une radio, une émission de radio. Vous n'avez pas la même conception de la laïcité l'un et l'autre, je crois. Je me trompe, Samuel? Non, effectivement. Enfin, en tout cas, dans son application, il y a certainement des choses qui nous font diverger. Après, je pense que sur la conception pure, notre point commun, c'est qu'on y est très attaché. Qu'est-ce qui vous différencie concrètement? Je trouve que dans les revendications qui sont celles du printemps républicain, on associe souvent la laïcité à une question de mœurs, en fait, et d'assimilation, notamment quand c'est associé au féminisme. Et pour moi, la laïcité est culturalisée, c'est-à-dire qu'elle est renvoyée à un socle culturel de valeurs qui est le nôtre en France, notamment sur la question de l'égalité. Moi, dans mon approche de la laïcité, j'ai une approche purement légale, donc ça, je l'assume clairement, ce qui est aussi l'objet de critique, c'est-à-dire un ensemble de droits et de devoirs. C'est notamment pour cette question que je soutiens l'Observatoire de la laïcité qui est actuellement en place, son président et son rapporteur, parce que j'apprécie le fait qu'il se consacre et se concentre sur un rappel à la loi, sur un rappel des règles. Amine El Khatmi, qu'est-ce que vous répondez à ce que vient de dire M. Grzybowski? Que je ne suis pas surpris, évidemment. Je connais la position effectivement qu'il défend, qui est celle aussi de l'Observatoire de la laïcité, de ses dirigeants, qui effectivement se bornent à faire de la laïcité une compilation de normes et de textes juridiques. Pour moi, c'est évidemment des normes et des textes juridiques, c'est des règles, c'est des cadres, mais pour moi, la laïcité, c'est aussi un projet politique, c'est aussi un projet émancipateur. Et je ne peux pas accepter le fait d'entendre que, par exemple, la question du féminisme ou la question de l'égalité femmes-hommes ou la question du droit des femmes à disposer de leur corps n'est pas une question laïque ou que finalement ça n'a rien à voir avec la laïcité. Non, je suis désolé. La laïcité, elle protège un certain nombre de femmes. Et si on dit la laïcité, à travers elle, c'est la République évidemment. Mais lorsqu'on impose au nom d'une religion, au nom d'une vision rétrograde de la religion, à des femmes d'imposer, de porter le voile et donc de porter un signe qui est un signe qui va les invisibiliser, c'est aussi d'une manière, ça a un lien avec la laïcité. Moi, je ne pense pas, par exemple, que la laïcité soit un projet politique émancipateur. Je pense que ça n'a rien à voir avec ça et que c'est dangereux. Je peux expliquer pourquoi après, je vais le laisser finir. Je pense que c'est dangereux d'en faire un projet politique. Pour moi, c'est un principe d'organisation de l'État. Donc c'est d'abord un ensemble de règles. Vous avez le même âge sensiblement l'un et l'autre. Vous avez quel âge, Samuel? Moi j'ai 28 ans. Vous avez le même âge sensiblement, un peu plus jeune que M. El Khatmi. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes petit sur la laïcité l'un et l'autre? Selon vous, qu'est-ce qui a changé? Moi, je dirais que quelque chose de positif, c'est que c'est vrai que j'ai grandi avec une fausse idée de la laïcité qui a été beaucoup véhiculée par les débats qui ont animé la France de 89 à 2004 et qui notamment inclut cette idée que la religion est dans l'espace privé et qu'elle est du domaine de l'intime, autant que la société était neutre. Et en fait, j'ai eu la grande joie de découvrir que ces deux vérités, ces deux croyances très partagées dans la société française étaient fausses. Que exprimer sa religion en public ou en privé seul en commun était un droit fondamental, article 18 de la DUDH et article 9 de la CEDH, et de découvrir aussi que la société n'était pas neutre, c'est l'État qui est neutre. Et je l'ai découvert grâce à l'Observatoire de la laïcité, grâce à ces travaux pédagogiques qui ont commencé en 2013.
Donc pour moi, ce qui a changé, c'est que l'Observatoire a fait une telle pédagogie pour expliquer ce qu'est vraiment la laïcité que ça ne peut que réduire les mauvaises interprétations et utilisations politiques de la laïcité, comme quand on interdit à un rabbin de voter, par exemple, ou quand on vire une femme voilée d'un conseil régional. Et je trouve que ça, c'est positif, cette pédagogie. Les études, pour moi, montrent que les Français connaissent de mieux en mieux la réalité de ce qui est autorisé et permis, alors qu'avant, c'était une espèce de peur de tout ce qui est religieux doit rester privé. Vous, monsieur Katmi ? Oui, l'Observatoire de la laïcité a tellement bien fait la pédagogie qu'il s'est mis à dos tous les militants de la laïcité dans le pays et qu'il en est réduit à être soutenu par Edoui Plenel, Tariq Ramadan et un rappeur qui s'appelle Médine et qui chante une chanson qui s'appelle, ou dans laquelle il appelle à crucifier les laïcars. Franchement, avec de tels observateurs de la laïcité, on préférait qu'elle ne soit pas observée du tout, ou en tout cas observée et défendue par d'autres. Moi, ce qui a changé, je l'ai vu sur le terrain. Je parlais de la Reine Jeanne et donc j'y reviendrai pour ma conclusion. C'est dans mon quartier. C'est que moi je suis de 87, donc lorsque j'étais gamin dans les années 90, la religion était absente. Ou en tout cas, elle était question de foi, question privée. Évidemment, nous fêtions l'Aïd, nos parents allaient parfois à la mosquée du quartier le vendredi, mais la religion c'était à la maison. Et petit à petit, le poids d'un islam rigoriste s'est présenté et s'est développé. Et progressivement, les femmes du quartier se sont voilées. Alors certaines, évidemment, par choix. Et moi, je n'ai pas à juger ce choix-là. Elles ont le droit de se voiler. Mais d'autres ont été contraintes de le faire pour avoir la paix, pour pas passer pour des impudiques, pour pas passer, pardon de le dire trivialement, pour des salopes alors que les autres étaient voilés. Et puis on a vu les hommes aussi revêtir des signes de plus en plus visibles, de plus en plus rigoureux. Et donc, je ne dis pas que c'est que de la faute de ces croyants, il y a aussi sans doute la faute, une partie de responsabilité de la République qui a organisé des ghettos, lorsqu'effectivement des services publics ont disparu, lorsque vous avez abandonné un certain nombre de quartiers, les gens finissent par entrer dans une forme d'entre-soi. Mais oui, les atteintes à la laïcité, les demandes de dérogation, les demandes de créneaux, les demandes de repas. C'est négatif ? Évidemment, donc, lorsque vous... On a une vision positive et vous, c'est négatif. Lorsque j'étais à l'école primaire, il n'y avait pas d'histoire de repas. Lorsque il y avait du porc, nous, on avait du poisson pané, de l'escalope de dinde ou que sais-je encore. Aujourd'hui, on a des écoles où les parents, lorsqu'il y a du porc, demandent à ce que les petits musulmans soient regroupés dans les mêmes tables. Ça n'existait pas à notre époque. Et donc, pardon, si certains voient ça comme un progrès formidable, que dans les écoles publiques de la République, des petits gamins mangent entre eux parce qu'ils ne veulent pas côtoyer la table où il y a du porc. Moi, je ne trouve pas que ce soit un progrès au cœur même de l'école qui est justement le temple du mélange où on va découvrir l'autre et d'autres cultures et d'autres manières de faire. Donc, malheureusement, je crois, oui, que les choses sont allées en se dégradant. J'ai une vision assez pessimiste, mais c'est justement pour ça qu'il faut mener le combat. Merci Samuel Grybowski d'avoir été avec nous pour ce débat. Merci beaucoup. Vous viendrez nous voir sur le plateau bientôt, je l'espère. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous rencontrer sur le plateau d'Un Défi. À bientôt. Alors peut-être pour l'annonce de votre candidature. Peut-être, promis. À la présidentielle. À bientôt. Avec plaisir. L'interview est maintenant terminée, on espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, likez et puis abonnez-vous surtout à la chaîne et mettez dans les commentaires toutes vos questions et les invités que vous voudriez voir sur la chaîne. Allez, bon dimanche à vous, faites attention, lavez-vous les mains et mettez vos masques. Eh oui, les gestes barrières. Bye bye.